Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième édition des 4 saisons de la pédagogie numérique, puisque en effet, nous nous étions déjà vus il y a quelques semaines, j'allais dire, mais c'était presque il y a quelques mois, ici même dans cette salle, pour débuter ce cycle de conférences-débats, dirons-nous, qui ont vocation à évoquer donc des thématiques quelque peu innovantes et le faire dans un contexte lui-même innovant, puisque nous avons choisi en effet d'utiliser l'environnement AssembLive pour ces rencontres. Alors je remercie toutes celles et tous ceux qui sont présents ici ce soir dans AssembLive. Je remercie également celles et ceux qui nous suivent en direct sur Livestream, puisque malheureusement nous ne pouvons pas accueillir tout le monde dans AssembLive pour des raisons de capacité limitée finalement de la salle. Il y aurait là encore peut-être matière à réflexion sur le fait que même les salles des mondes virtuels ont elles aussi finalement leur capacité d'accueil. Quoi qu'il en soit, nous pouvons accueillir tout le monde via le live, donc cela est fort pratique. Et j'invite celles et ceux qui sont en live, mais je vais y revenir dans quelques instants, à également intervenir via les différents réseaux sociaux. Alors, ces 4 saisons de la pédagogie numérique, pour celles et ceux qui n'ont pas pu jusqu'à maintenant y participer, ont vocation à traiter de différentes thématiques. La première qui avait été choisie la dernière fois était celle des statuts. Nous allons aujourd'hui parler de la thématique de l'évaluation. Alors, pour cette thématique, nous allons avoir le plaisir de retrouver nos 4 conférenciers, voilà, que vous voyez ici apparaître derrière moi. Bernard Curzi, alors il s'était présenté lors de la première conférence. Je vais peut-être, pour commencer rapidement, simplement rappeler ici leur nom et leur institution d'origine. Bernard Curzi de l'EDEC Business School, Samuel Ducrot-Henry de l'Université du Québec, Jean-Paul Moirot, alors statut un peu ambivalent celui de Jean-Paul Moirot, mais qui en tout cas ici évoquera plutôt les questions à travers le prisme de l'enseignement secondaire. Et puis Stéphane Pillet, alors Stéphane Pillet qui nous prie de l'excuser car il a un peu de retard retenu par d'autres obligations. Il est en effet vice-président de l'université Jean Moulin Lyon 3. Voilà, alors aujourd'hui, thématique de l'évaluation. Si vous souhaitez, à titre d'information, retrouver ce que nous avons pu dire lors de la dernière fois, je vous invite à consulter la chaîne YouTube. Vous avez ici le lien, évidemment il est un peu petit sur le panneau, mais vous y aurez accès par ailleurs, sur le débat que nous avons mené sur les statuts. Et puis je l'indiquais, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et j'invite en particulier celles et ceux qui sont à distance, c'est-à-dire sur le live, à poser leurs questions via Twitter avec le mot-clé 4SPN, ce qui permettra tout simplement de retransmettre leurs questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Ah, je dois répondre simplement à quelques questions encore techniques en parallèle. Mais pour commencer, eh bien, nous allons parler donc de la question de l'évaluation. L'évaluation face à la pédagogie numérique pose évidemment rapidement la question de la distance. Comment évaluer en ligne? Qu'est-ce que l'on va chercher à évaluer? Et puis la pédagogie numérique, cela pose bien en soi la question de la pédagogie renouvelée dans un contexte nouveau qui est celui du développement du numérique. Et en matière de pédagogie, il y a évidemment un destinataire premier qui est l'apprenant.
Et c'est la raison pour laquelle nous proposons ici d'aborder tout d'abord la question de l'évaluation des apprenants dans un contexte de formation, quelle qu'elle soit, en ligne, d'une formation en tout cas qui a recours au numérique. La première question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si l'on peut et si l'on doit organiser les examens par Internet, organiser des examens en ligne. Alors, je propose de passer peut-être tout d'abord la parole à deux de nos intervenants, que j'invite d'ailleurs à se rapprocher de moi, ce sera peut-être plus facile pour suivre les échanges. Deux de nos intervenants, c'est-à-dire Bernard Curzy et Jean-Paul Moirot. Et je crois en effet que vous n'avez pas forcément la même vision de la réponse qu'on peut apporter à cette première question. Donc peut-être Bernard Curzy, pouvez-vous commencer? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bernard Curzy, j'ai une double mission. Je suis à la fois directeur, d'abord j'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Je dirige le programme Bachelor de l'EDEC sur le campus de Nice et je dirige également les développements e-learning. Donc la thématique des évaluations, je la vis au quotidien. Et pour prendre la question de Gérald, tout est question d'objectif. Évaluer les connaissances et les compétences, oui, ce sera l'élément central de la thématique de ce soir, mais finalement pour quelle finalité? S'il s'agit de dispenser un certain nombre de savoirs à nos apprenants, tout peut être fait sur Internet, mais dès lors qu'il y a la sans diplôme, celui-ci étant reconnu par une institution, voire par un ministère de tutelle, pour gagner en crédibilité et éviter toute dérive, et surtout pour affirmer, je dirais, le label qualité de la formation, là, il est préférable de ne pas le faire. En ce qui nous concerne, nous avons par exemple une formation qui est 100% en e-learning, et la seule chose que l'on organise en présentiel, ce sont bien les examens finaux. Merci. Alors, peut-être un point de vue qui est celui de Jean-Paul Moirot, qui est quand même un peu différent, me semble-t-il. Oui, bonsoir à tous. Divergent, disons que sur le fond, je suis d'accord avec Bernard Curzy au sens où notre système éducatif est encore largement antédigital. Et quand on parle d'innovation, on parle souvent d'innovation au niveau de l'enseignement, des structures, mais rarement au niveau méta et au niveau des institutions. Alors en l'état, je suis d'accord avec Bernard Curzy, il est préférable de procéder aux évaluations en présentiel. Néanmoins, je pense qu'il faut s'acheminer vers une réflexion dans le temps et en mettant la question du numérique au centre des réflexions. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être en capacité d'envisager l'évaluation en numérique, mais à la condition que ce soit intégré par l'administration. Demain, je fais une conférence à Poitiers sur les enseignants innovants et le principe de mon intervention sera de dire qu'il faut déborder maintenant la thématique de l'enseignant innovant et qu'il faut des structures innovantes. Alors je crois que c'est tout le chemin que nous avons à parcourir et je pense qu'on peut envisager raisonnablement des évaluations à distance en évacuant les questions de fraude. Alors là, il faudra intégrer des informaticiens, des gestionnaires de bases de données, mais ça ne me paraît pas être un obstacle insurmontable. Merci. Alors, je ne sais pas si les deux autres intervenants, en fait, qui sont en train d'arriver, et en particulier donc Samuel Ducrot-Henry, veulent compléter. Bon, on leur laissera peut-être la possibilité de compléter. Je crois qu'il y a beaucoup de monde et certains ont eu un peu de mal à se connecter au départ. On peut continuer. Il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que disait Bernard Curzy, c'était la question de la qualité, disant si l'on veut une formation et une évaluation de qualité, il faut éviter les examens en ligne. Je ne sais pas si
pouvez préciser cet aspect, Bernard? Est-ce que forcément une évaluation en ligne serait de moins bonne qualité qu'une évaluation dans un format classique? Oui, ce n'est pas pour moi une question de qualité que l'on arrivera, et je suis d'accord avec Jean-Paul, on aura tôt ou tard, et j'espère plus tôt que tard, à passer l'adulte du numérique. Moi, pour l'heure, j'ai un vrai problème avec la lisibilité de notre démarche. C'est-à-dire que même pour les apprenants, affirmer que les examens ne sont pas en présentiel, j'émets un doute dans leur esprit par rapport à la qualité du dispositif et à la qualité de leur diplôme. Ce qui me semble essentiel pour moi dans ce que nous avons pu mettre en place, et qu'il n'y ait pas la moindre différence de prestations pédagogiques et de délivrables d'évaluation. Et on a peine à imaginer que souvent les publics les plus fois des apprenants qui ont besoin d'être rassurés. Et pour les rassurer, il faut gagner en crédibilité. Et hélas, cela passe encore par des examens en présentiel, du moins pour les examens finaux les plus importants. Bien, merci beaucoup. Alors, cela nous conduit finalement justement vers cette question du renouvellement de l'évaluation, parce qu'on voit bien aussi, et c'est peut-être lié à cela, que en effet le caractère en ligne d'une évaluation porterait un peu atteinte à une certaine image, donc qui est quand même liée à ce qu'on attend classiquement d'une évaluation qui va sanctionner l'acquisition d'un certain nombre de connaissances, lapsus révélateur, et qui va finalement attester de la valeur d'une formation. Mais est-ce qu'avec le numérique, justement, on ne renouvelle pas cette évaluation-là et on ne se dirige pas vers plus fortement en tout cas, une évaluation des compétences? Alors, je voulais essayer de transmettre la parole à Samuel Ducrot-Henry, mais je ne suis pas certain qu'elle ait retrouvé la voie. Sinon, je passerai la parole à Jean-Paul. Alors, je crois que décidément... Bon, Bernard, allez-y, le temps que les uns et les autres, puisque... Non, Gérald, non, c'est bon, Jean-Paul. Gérald, très bien. Oui, alors vas-y. Oui. Non, bêtement, j'étais en train de relire mes notes, ce qui expliquait cette latence. Donc, c'est pas la technique, mais c'est bien l'individu. Oui, sur la notion de compétence, c'est une vraie question, et probablement que ça renvoie à la première question sur l'évaluation. La question, c'est de savoir, va-t-on continuer à évaluer uniquement les connaissances, disons devoir sur table, ou à cette somme de connaissances, on va associer des compétences. Et je pense que de ce point de vue-là, ça modifie largement les notions d'évaluation, sachant que maintenant les connaissances sont en ligne, elles sont nombreuses, on parle beaucoup d'infobésité. Donc ces connaissances académiques mènent directement à la notion de compétence. Et je pense que l'enseignement en ligne favorise cette évaluation des compétences. Alors, il faut se référer aux recommandations du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 qui parle des compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Alors, on isole 8 types de compétences, et je pense que dans ce cadre, il faut que l'évaluation associe savoir académique et compétences. Alors, d'une part, je ne reviens pas sur les savoirs académiques parce qu'ils me paraissent fondamentaux, mais encore faut-il avoir en parallèle ces fameuses compétences numériques. Et puis, ça c'est le premier point, mais ça peut se faire dans le cadre du C2I, du B2I, tout au long de la formation. Mais je crois, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut que nous ayons la capacité de convertir des référentiels. Alors moi je parle en tant qu'enseignant du secondaire, les programmes sont élaborés sur la base de référentiels, et comment
on va passer de savoir académique à des référentiels de compétences. Alors, ceci existe dans l'enseignement technologique. Ils sont un peu moins présents dans l'enseignement secondaire. Et donc, la marge de manœuvre en termes d'évaluation, c'est comment on passe de la connaissance à la compétence et de la compétence à la connaissance. Alors moi, je ne voudrais pas faire partie de ce club de gens qui disent que tout passe par la compétence au détriment de la connaissance. Pour moi, les deux sont associés. Mais évidemment, à partir du moment où on associe la compétence, on évalue les modes d'évaluation. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard. Curzi, c'est un sujet qui est très délicat, effectivement, lorsqu'il s'agit de mesurer les connaissances. Je crois que le mode opératoire est à peu près le même. Il s'agit d'évaluer les compétences. Il est vrai que je ferai une différence entre le domaine quantitatif et toutes les disciplines afférentes par rapport à des disciplines dites de soft skills où on va retrouver le management, les ressources humaines. Je viens d'une école de commerce et je peux vous dire que là, la tâche n'est pas très aisée. Alors, les connaissances, les évaluer en ligne, oui, c'est facile, du moins je pense. Les outils, les méthodes ne manquent pas. Pour les compétences, en fait, on ne fait que recréer, à l'image d'Assemblive aujourd'hui, on ne peut recréer des espaces collaboratif où l'on va pouvoir travailler ensemble sur un projet ou sur une étude de cas, par exemple. Alors, nous avons quelques questions. Hein, déjà, parmi les personnes présentes, n'est-il pas plus compliqué d'évaluer les compétences, d'une part à l'université et de surcroît en ligne? Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette première remarque. Je ne sais pas, pour ma part, je ne sais pas si c'est une question en effet de difficulté d'évaluer ou si c'est plutôt le fait de se positionner hein, dans un contexte différent, c'est-à-dire que en effet, je ne sais pas s'il est facile d'évaluer des connaissances. Hein. Il y a beaucoup de questions relativement à, par exemple, la question des QCM. Hein. C'est souvent très critiqué, décrié, disons que ce n'est pas un mode intelligent d'évaluation, etc. Donc on voit bien, pourtant le QCM essaye d'évaluer plutôt des connaissances, qu'il y a aussi certaines difficultés à mettre en place des modes d'évaluation des connaissances. Donc je crois que ce n'est pas forcément une question de difficulté, c'est plus finalement se dire, voilà, qu'est-ce que je cherche à évaluer? Si je cherche à évaluer des compétences, qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre d'évaluer ces compétences? Et on peut en effet, évidemment, il faut y réfléchir, il faut scénariser des processus, et si on veut le faire en ligne, il faut évidemment une certaine maîtrise d'un certain nombre de paramètres, mais voilà, ça me paraît être en tout cas un défi qui n'est peut-être pas plus compliqué, qui est certainement tout à fait différent. Alors ensuite, est-ce que l'université aujourd'hui ou d'autres contextes sont adaptés pour le faire? C'est encore une autre question. Alors, il y a beaucoup de messages du coup qui défilent. J'en profite pendant que vous réagissez. Je vous invite quand même à réagir hein, oralement si vous le pouvez. Hein. C'est toujours plus facile, bien sûr, à suivre que des réactions par écrit. Hein. Geneviève, Nathalie, qui intervenait ici abondamment, si vous pouvez prendre la parole à l'oral, je vous invite à le faire. Je retransmets également une question des personnes qui nous suivent en ligne de Fabienne Chapuis. Quelles sont les pratiques américaines en termes d'évaluation certification? Alors évidemment, le retour de Samuel Ducrot-Henry nous aurait été utile sur le sujet. Alors malheureusement, il lui a été compliqué de se connecter en ce moment et sachant qu'elle est aujourd'hui tenue par des contraintes d'avion qui font que je ne sais pas si elle aura le temps de nous rejoindre ultérieurement dans le débat. En tout cas, je réserve cette question. Est-ce que d'autres souhaiteraient prendre la parole parmi les présents? Bien, écoutez,
de toute façon, vous pourrez facilement reprendre la parole quand vous le voudrez. Oui, Gérald Valéry Martel qui voudrait intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, bonjour à tous et merci de vos interventions respectives. J'avais une question, vous avez l'évaluation des connaissances. Oui, très bien. Bon, c'est un petit peu dépassé, donc on parlera plutôt de l'évaluation de compétences. Et mon interrogation, c'est qu'on ne pose pas savoir et compétences, puisque les savoirs sont partie prenante de la compétence. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites compétences et évaluation autre en ligne? Merci de votre réponse. Je ne sais pas si vous voulez répondre, là encore. Jean-Paul, Bernard? Excusez-moi, j'étais un petit peu coupé dans la question. Est-ce que vous pourriez la reposer, s'il vous plaît? Je suis désolé. Non, je n'entends pas toujours très bien parce que le son est... Ah oui, on vous entend moins bien, Bernard. Oui, mais j'ai bien entendu la question qui vient d'être par Valéry Martel. D'accord avec cela, les connaissances c'est une chose, évaluer nous ce que l'on a trouvé, ce n'est pas la solution idéale, mais c'est de pouvoir évaluer limité avec une étude de cas que l'on va mettre en ligne à une heure donnée. On va un retour qui, bien entendu, durer l'expérience, l'expertise de Bon, pensez bien à couper vos micros. Pour ma part, j'ai une grosse perte de son. Je sais pas. Voilà. Est-ce que tout le monde peut bien couper son micro lorsqu'il ne parle pas, s'il vous plaît? Bien, donc du coup j'ai eu beaucoup de... Gérald, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Maintenant Bernard, évidemment j'ai été coupé dans votre réponse par le gros effet de Larsen que nous avons eu. Bernard. Bien. Stéphane Pillet vient de nous rejoindre. Je lui souhaite la bienvenue. Alors, celles ou ceux qui entendent mal, je vous invite éventuellement à vous déconnecter et vous reconnecter rapidement à Assemble Live et surtout à couper toute autre application sur votre ordinateur. Nous sommes nombreux à interagir ce soir et la qualité de ce que vous entendez dépend également du fait que votre ordinateur soit complètement disponible dans sa puissance pour nous entendre. Voilà, alors Stéphane Pillet, je ne sais pas s'il peut nous entendre et s'il peut parler. Alors, afin d'avancer un petit peu, je vous propose d'aborder une seconde thématique connexe de toute façon à la précédente et qui va nous permettre de revenir sur vos remarques éventuellement et de répondre un peu plus avant avec des exemples concrets que vous sollicitiez. C'est celle de l'évaluation des enseignants. Sur cette question d'évaluation des enseignants, alors Samuel Ducrot-Henry en effet signale qu'elle ne nous entend malheureusement pas.
J'aurais souhaité en effet qu'elle puisse intervenir, mais on peut tout d'abord peut-être essayer. Alors je crois que plus personne ne m'entend. Est-ce que certains m'entendent encore là? Bien, écoutez, je crois que je vais me déconnecter, me reconnecter, même si j'entendais a priori jusque-là correctement. Alors, je refais un test. Ah voilà, voilà, ok. C'est pas possible. Voilà, me voilà de retour. Est-ce que c'est ok pour à nouveau un peu mieux pour tout le monde? Marc semble m'avoir retrouvé également. Bon, écoutez, désolé. Mais en effet, suite aux gros effets de l'arsène que nous avons eu, nous avons été fortement perturbés. Alors, je reprends hein, sur où nous en étions restés sur la question de l'évaluation et celle de l'évaluation plus spécialement des enseignants. Comment évaluer le temps de travail en ligne? Alors s'il nous entend et s'il peut prendre la parole, j'aurais passé tout de suite la parole à Stéphane Pillet que nous n'avons pas encore entendu. Mais je ne suis pas certain que lui-même nous entende. Alors, sur cette évaluation du temps de travail, Bernard ou Jean-Paul, comme vous le souhaitez. Je peux intervenir si Oui. on m'entend. Oui, m'entendez-vous? Allô? Ah, Stéphane Pillet, oui. Stéphane Pillet, oui. Oui, Très bien. ça y est, vous m'entendez? Très bien, on va... Parfait. Alors Stéphane, Alors, on vous passe la parole. Nous parlons de la question de l'évaluation des enseignants et notamment comment évaluer ce temps de travail numérique. Comment évaluer ce temps numérique, c'est-à-dire le temps passé avec, La avec question- le Oui, support numérique en lui-même. Enfin, Tout à fait, c'est-à-dire que l'idée étant de se dire que l'évaluation en effet classique d'un enseignant consiste à assurer un certain nombre d'heures de cours, un certain nombre d'heures de présence. Lorsque l'on commence à faire de la pédagogie au moyen du numérique, il n'y a pas que des heures de cours au sens d'une présence face à un certain nombre d'élèves ou d'étudiants. Donc voilà, est-ce que l'on peut évaluer ce temps passé à finalement travailler en ligne et qu'est-ce qu'il faut évaluer? Est-ce qu'il est souhaitable également d'évaluer toutes les facettes du travail en numérique? Oui, Stéphane.
Bien, oui, alors je ne sais pas si on m'entend, parce que je n'ai plus Oui, de oui, c'est retour là bon. du son, du coup. Oui. Très bien, moi je vous entends. Bon, parfait. Alors. La question est bien sûr fondamentalement intéressante parce que moi, en ce qui me concerne, en tant qu'enseignant et en tant que peut-être vice-président, mais surtout en tant qu'enseignant, je suis pas extrêmement satisfait finalement du modèle d'évaluation des enseignants, parce qu'en fait, si on est en présentiel, on part plutôt sur l'idée d'une évaluation de l'enseignant lui-même, avec non seulement ce que ça implique dans l'évaluation du contenu de son cours ou de son approche pédagogique, mais aussi des considérations qui peuvent, à un moment donné, déboucher sur des considérations beaucoup plus personnelles, bien entendu. Et l'évaluation de l'enseignant par les apprenants ou par les étudiants soulève des questions qui sont assez complexes et qui peuvent mettre en cause l'individu lui-même. Finalement, avec le e-learning, la question est peut-être un petit peu plus simple, je dirais, parce qu'elle pose la question de l'évaluation de la formation en elle-même, dans son contenu, indépendamment ou beaucoup plus indépendamment de la question de savoir quelle a été l'attitude générale de l'enseignant. Et avec le e-learning, moi, il me semble que justement, on a une occasion naturelle, je dirais, de se pencher vraiment sur l'objectif de la formation. Est-ce que la formation remplit son objectif? Est-ce qu'elle est pertinente dans son contenu, dans son organisation, et celle plus directement liée à l'enseignant lui-même? Alors je dirais que si l'évaluation des enseignements et des enseignants en présentiel est une difficulté dans les établissements, à l'évidence, en pédagogie numérique, elle m'apparaît plus simple. Alors je ne sais pas si nos autres intervenants ce soir confirment ces propos, mais voilà mon sentiment. Peut-être Bernard, une réaction. Mais je ne sais pas si vous m'avez entendu, parce que je n'entends plus rien. On entend suffisamment bien. Merci de couper le micro, Stéphane. Il y en a qui abandonnent. J'ai abandonné aussi. En marchant, ça marche. Alors, j'entends des personnes qui parlent là dans leur micro. Je ne sais pas s'il y avait déjà des questions. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, Samuel. Je ne vois pas de réaction présentement. Oui, oui. Pas de réaction présentement. Oui, oui, Samuel, c'est tout bon. Vous m'entendez, mais très mal. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Moi, j'entends globalement assez mal, effectivement. Quoi qu'il en soit, c'est ça le principe des évaluations. Lorsque nous trouvons... Ok, excusez-moi, j'ai lu en même temps toutes les différentes interventions de tout le monde. Donc, excusez-moi, il semble que le son ne soit pas idéal. Lorsque nous travaillons à distance en faisant des formations de e-learning, le temps qui est consacré à ça est clairement identifié comme tel. Donc, le temps qu'on passe aussi bien sur la machine à enseigner que le temps d'échange par mail, par forum, par Skype avec nos collègues. C'est entendu comme le temps de bureau, c'est clair pour les assemblées collégiales, etc. Le problème est difficile et difficilement discernable lorsqu'on se retrouve dans des contextes d'enseignement hybride ou plus traditionnels. Je pense que la question se pose non pas seulement au contexte de l'enseignement, mais la plupart des emplois. Peux-tu couper le haut-parleur? Je crains un écho. Ok, je vais essayer de couper tout ça. Merci. Alors, Samuel, si tu nous entends toujours, peut-être parce que je sais que le temps est compté pour toi, quelques mots sur la thématique connexe qui est l'influence du numérique sur la liberté pédagogique, notamment au regard de ce qu'a pu dire Bernard Curzi, Stéphane Pillet,
disons qu'on évalue plus que l'enseignant, finalement on évalue aussi les formations. Alors, peut-être un retour d'expérience sur ce qui peut se passer au Québec, au Canada, et peut-être plus largement en Amérique du Nord, disons, puisqu'on avait aussi tout à l'heure une question sur les pratiques américaines en termes d'évaluation, certification. Samuel? Pardonnez-moi si j'interromps quelqu'un, en fait, je fais ça, si vous m'entendez, j'ai changé de système. Très bien, pour moi. Plus du tout. Donc je ne sais plus dans quel contexte on est, je m'excuse. Non. On me pose la question qui parle, c'est Samuel Dupont-Henry de l'Université du Québec. Alors, non, Samuel, je reprends la question. Moi, je disais, on peut peut-être rapidement dire quelques mots sur, globalement, le contexte, finalement, nord-américain, d'une manière large, en termes d'évaluation, certification. Je peux lire que les chats. Je vous passe la parole éventuellement au suivant. Sinon, je peux lire vos commentaires en chat. Je crois que Samuel ne m'entend pas, en fait. Hein. Est-ce que les autres m'entendent? Quelqu'un m'entend-il? Ah oui, évidemment à ce niveau-là. Alors, on ne m'entend plus. Bien, on ne m'entend... Est-ce que... non plus, voilà. Alors, me voilà, je crois que c'est bon à nouveau. Bon, désolé, Désolé, je crois qu'on ne m'entendait plus. Est-ce qu'on m'entend à nouveau? Oui. Alors, on ne m'entend plus là. Bon. Personne ne parle, je ne sais pas, oui. Est-ce que quelqu'un parle? Oui, parce que sinon, moi, j'ai des questions. Oui. Y a-t-il Avez-vous une question? Alors, quelques questions, en fait, parce que je vous écoute depuis le début. Donc, j'ai bien compris que quand on faisait une formation à distance, le mieux était d'évaluer des compétences plutôt que des connaissances. Ce qui évite d'ailleurs tous les problèmes éventuels de fraude, puisque c'est quand même un des problèmes essentiels lorsque l'on note à distance. La deuxième question qui a été abordée il n'y a pas longtemps, c'est le fait de pouvoir évaluer au moins quantitativement la participation des étudiants à ces formations, puisque vous parliez de la participation au sein des forums, etc. Ce qui me paraît à la fois très utile pour pouvoir motiver les étudiants, pour être sûr qu'ils apprennent, pour le coup, les contenus de la connaissance, de la formation. Par contre, ce qui me paraît difficile, c'est d'entrer du coup dans une méthode d'évaluation du coup quantitative plus que qualitative, puisque si on se met à évaluer la fréquence des échanges, etc., on risque de basculer vers le quantitatif.
Après, c'est vrai qu'envisager des nouvelles méthodes d'évaluation, ma question étant maintenant, est-ce qu'il ne faut pas, par rapport au système classique, notamment à l'université, où on a un examen en fin de formation, est-ce que là le but n'est pas de multiplier les évaluations pour éviter et la fraude et je sais pas en fait si on m'entend. Désolée, voilà. Désolée, voilà. Mais c'est vrai qu'il m'est difficile de répondre à cette question parce que d'abord le son a été quand même un peu coupé. Mais oui, la question de la fraude et évidemment. Et puis peut-être la question effectivement de l'équité un petit peu, de dans la façon de composer, l'évaluation chez soi, on peut dire, en mode il leur bouscule un peu des réflexes qu'on a de considérer qu'un étudiant compose dans une salle et qu'on imagine souvent difficilement qu'il puisse en aller autrement, et même un monde idéal dans le compétence, il me semble quand même que la manière de composer, la manière de répondre, etc., peut être différente, n'est pas forcément égalitaire. Est-ce que, par exemple, deux personnes ne peuvent pas composer, entre guillemets, ensemble, vraiment tous les atouts d'une vraie égalité entre les candidats? Ou est-ce qu'on n'a pas un risque de rupture d'égalité en cause de l'épreuve? Est-ce que l'on m'entend bien? Oui. Concernant les modes d'évaluation au Québec, ça me fait plaisir de vous partager ça. Est-ce qu'on m'entend? Moi j'entends. On peut couper, mais j'entends. Oui, on m'entend bien? Dans le doute, je vais commencer à parler s'il y a un problème. Moi aussi, très bien. Donc, concernant les évaluations, j'espère être dans le propos. Concernant les évaluations peut-être des professeurs au Québec, parce qu'on parle des étudiants. Mais concernant les évaluations en général, la façon dont on procède au Canada, c'est à double système en amont et en aval. Les étudiants sont évalués bien sûr par les professeurs, mais en fait on a un droit de regard sur la qualité des cours et un cursus est donné selon un principe contractuel. Ce qu'on appelle le syllabus, c'est un document qui est remis au tout premier cours par le professeur aux étudiants, qui va leur être exposé sur la base des modes d'évaluation, mais du contenu du cours également. Est-ce qu'on entend toujours? Je suis... Sinon, interrompez-moi. Donc, dans le cadre du syllabus, on définit les grandes lignes du cours, les objectifs pédagogiques, les moyens mis en œuvre par le professeur, de façon à ce que les étudiants disposent des moyens théoriques et l'approche pratique possible. On a défini aussi les principes de notation et les considérations pour chacun des travaux en termes de pondération. Donc, à partir de là, il y a un représentant des deux qui va signer le contrat, entre guillemets,
1, 2, voilà. Ok. Des connaissances. Les compétences, nous, on l'aborde de différentes manières. On l'aborde à la fois par le jeu de forums collaboratifs, où l'on peut noter les participations des différents apprenants. Et puis surtout, on met beaucoup d'études de cas en ligne, de traitements limités, qui appellent forcément le jeu des connaissances. Et puis également qui permettent de mesurer l'expérience acquise dans le cadre d'un cours. Bien. Merci à Bernard également. Alors voilà, je crois qu'on m'entend cette fois du coup de nouveau. Bon, avec ces aspects, on arrive à peu près à mi-parcours, j'allais dire, sur les thématiques que nous souhaitons aborder ce soir. Alors, j'en profite pour faire... J'ai un écho là encore, je ne sais pas. Qui a un micro ouvert. Bon, je suis désolé pour toutes les difficultés techniques que nous n'avions absolument pas rencontrées la dernière fois. Là, nous avons eu et nous avons en ce moment pas mal de difficultés. Bon, j'espère que celles et ceux qui sont présents arrivent à nous entendre correctement. Alors, je vous propose quand même qu'on essaye d'avancer sur ces thématiques. Alors, thématique qu'on vous propose également d'aborder ici, c'est la question de la distance elle-même. Alors, avec des aspects que l'on a vus, hein, on l'a évoqué avec la question de la fraude à travers une question qui a été posée et à laquelle Stéphane Pillet répondait. Donc, deux aspects connexes. Hein. Là encore, est-ce que l'on renouvelle finalement le contrôle du travail de formation et d'apprentissage? On recoupe les deux aspects. Contrôler le travail de l'enseignant, contrôler le travail de l'étudiant. Donc, ce qui recoupe aussi l'idée de savoir ce que l'on cherche finalement à contrôler, compétences, connaissances, animation d'une formation plus que délivrance finalement dans un cadre strict et bien défini d'un nombre d'heures d'enseignement concernant l'enseignant, et la place de la confiance hein, dans l'évaluation à distance. Voilà. Est-ce que là encore on peut laisser plus de place à cela, dans quelles conditions cela peut se dérouler. Alors, est-ce que Bernard peut reprendre la parole? Oui, en espérant que l'on m'entende. Le principe même de l'évaluation du travail à distance, on en a parlé pour les étudiants, on l'a un peu évoqué pour celui des enseignants. Je rejoins ce qui a été dit, je pense, par Stéphane Pillet. Ce qui me semble indispensable, c'est de travailler avec la notion d'objectif. Honnêtement, on a voulu mettre en place toutes les équations possibles entre aménagement d'un temps donné dans le cadre du plan d'activité, entre mesures quantitatives du temps consacré au travail en ligne, à la préparation, production d'un module. À chaque fois, on n'avait pas les résultats escomptés. Donc aujourd'hui, dans l'institution que je représente, on est clairement sur une notion d'objectif. Et cette notion d'objectif rentre dans le cadre du plan d'activité des professeurs, avec la possibilité donc de qualifier le travail qui aura été fourni, que ce soit l'animation d'un cours à distance, qui englobe donc toutes les composantes pédagogiques, ou la production d'un module à distance. Bon, je ne reviendrai pas, je pense que ce ne sera peut-être pas très utile, sauf si on me le demande, sur l'évaluation du travail à distance des apprenants. Merci.
je reprends ce que Samuel Ducrot-Henry mentionnait tout à l'heure sur, en effet, une évaluation de ce que fait l'enseignant à travers son syllabus, etc. Disant elle le dit ici dans le chat, qu'il va de soi que les professeurs ont aussi d'autres exigences que l'enseignement. Je ne sais pas si Samuel veut reprendre la parole. Alors, je ne la vois plus près de nous pour le moment. Donc, peut-être quelques mots, Stéphane? Bon, écoutez, j'avance jusqu'à la dernière thématique, qui est celle de l'évaluation par les pairs. Une forme de provocation, j'allais dire ici. On peut se demander si cette évaluation par les pairs est dangereuse, impossible ou au contraire souhaitable. Là encore, on peut se positionner du point de vue à la fois des étudiants ou des enseignants, puisqu'on peut penser à l'évaluation par les pairs dans des processus de co-apprentissage. On parle évidemment actuellement de MOOC en France à travers le plan Fun, mais plus largement d'ailleurs qu'en France. Dans les systèmes de MOOC, certains MOOC proposent une évaluation par les pairs, par les autres participants ici, à ce MOOC. Donc ça, c'est le point de vue apprenant, puis du point de vue des enseignants, et même plus largement au point de vue des institutions, l'évaluation de ce qui est fait dans les formations en ligne, ou tout bêtement, par une sorte de visibilité numérique des établissements, peut avoir lieu par d'autres, finalement, pairs ici, qui vont venir évaluer ce que font leurs collègues. Donc le numérique pose ici quand même, je crois, un certain nombre de questions. Est-ce que, là encore, Stéphane peut intervenir sur ce point, ou alors Jean-Paul peut-être sur la question de l'évaluation par les pairs dans le cadre de l'apprentissage, notamment dans les MOOC et des choses de ce type-là? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui, alors dans les MOOC, effectivement, l'évaluation par les pairs est une dimension. Alors, pas tous les MOOC, bien évidemment. Je pense plus particulièrement au CMOOC, au MOOC connectiviste, où des groupes se constituent. Je dirais même que l'essence de ce MOOC est de travailler en coopération, de travailler en collaboration, et par extension, l'évaluation se fait largement par les pairs, même si ça n'exclut pas, au final, une évaluation, une certification dans le MOOC. Mais c'est effectivement une dimension. Alors je voudrais revenir à l'enseignement secondaire, ce pourquoi je suis ici. Là, on est dans l'idée du choc culturel. Les enseignants sont très très individualistes. Il y a encore la culture du je travaille dans ma classe tout seul. Alors avant d'arriver à l'évaluation par les pairs, il me semble qu'il faudra avancer dans l'idée de travail en groupe. Alors ça existe largement dans l'enseignement technologique, et ce bien avant l'apparition du numérique. Par contre, pour les disciplines plus généralistes, là, le travail est encore à mener. Je dirais que l'évaluation par les pairs, ça, le stade après, lorsqu'on aura bien intégré l'idée que le travail se fait de façon transversale, de discipline à discipline, et puis à l'intérieur d'une discipline. Donc là, le chantier est énorme. Et la marge de progression est très très forte. L'évaluation par les pairs, on est encore largement dans un concept plus que dans une réalité. Je me permets d'intervenir sur ce point, si Gérald me le permet. Bien sûr. Là, c'est un sujet qui est effectivement éminemment sensible. Je crois qu'un professeur,
Jean-Paul l'a dit il y a un court instant, considère volontiers, pour ceux que je connais, je le suis moi-même, réfute à être évalué par ses pairs. Alors le mieux dans ce cas de figure-là, c'est une piste que l'on peut explorer, c'est de considérer qu'il s'agisse vraiment d'un projet d'établissement, avec la capacité pour cet établissement de pouvoir créer un comité de validation, mais avant même de parler de validation, de valorisation, je préfère le terme, du travail de l'enseignant sur tout ce qui est innovation pédagogique, incluant le numérique. Cela permet de légitimer l'action du professeur, cela permet de lui donner un cadre formel, reconnu par l'institution, et cela permet surtout de favoriser quelques bonnes pratiques. Je peux reprendre sur l'intervention de Bernard? Bien sûr. Et est-ce qu'on m'entend? Bien sûr, Jean-Paul, vas-y, vas-y. Alors, je crois que Bernard met le doigt sur l'élément essentiel, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que notre discussion fait apparaître qu'il faut déborder l'innovation du stade du prof pour... Qu'est-ce qui se passe? Désolé. C'est pas si... Un, deux, oui. Alors, oui, est-ce que c'est bon comme ça? Non, je crois que... Est-ce que c'est bon ici? Non. Ici, c'est pas bon. Ici non plus. Ici, oui. Désolé. Voilà, je vais retourner dans la salle. Et en même temps, difficulté. Désolé. Nous avons en effet de fortes contraintes techniques ce soir. Oui. Alors, j'ai fait ma réponse. Oui, oui, Ma réponse, je ne sais pas si elle a été entendue. Voilà, en revanche, Samuel, je crois, voulait intervenir, mais elle a dû partir entre-temps. Je voulais éventuellement passer la parole à Stéphane Pia, s'il peut nous répondre. Oui, oui. Ah, zut. Oui, c'est bon, Stéphane. C'est bon? J'avais plus de batterie, alors j'ai plus d'image devant moi, je ne sais plus trop. Oui. Oui, Stéphane. Bon, je me risque à répondre à Nathalie Sonman en espérant que dans la salle on m'entend. Si vous pouviez lever la main, comme ça me permettrait de savoir si je suis entendu ou pas. Bon, parfait. Donc Nathalie Sonman dit dans le chat, l'innovation c'est transgresser des règles, des normes, des croyances, implicites et ou explicites, en vigueur dans un contexte donné. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais mon propos justement c'était de dire qu'à un moment donné, l'innovation doit aller vers la généralisation. Et si on a uniquement des profs qui sont dans des stratégies de transgression, forcément ils s'excluent. C'est ce que je disais
à l'instant. Il faut donc qu'il y ait des stratégies d'accompagnement de l'institution pour que l'enseignant innovant puisse diffuser ses propositions. Et il ne le peut que si la structure intègre cette notion d'innovation. Et à partir du moment où la structure intègre l'innovation, on n'est plus dans des stratégies de transgression, mais bien dans des stratégies de développement. Mais il faut vraiment passer au niveau méta. Alors c'est un petit peu comme dans les scénarios pédagogiques où on va travailler sur le grain. Il y aura le grain méta, le grain gros, le grain moyen, le grain fin. Je pense qu'il faut aussi avoir des grains d'innovation. Et on peut plus se contenter d'avoir l'innovateur de service qui rassure tout le monde. Il rassure l'institution parce qu'il y a un peu d'innovation. Et puis ça rassure ceux qui ne veulent pas innover parce qu'on va focaliser l'innovation sur celui qui est considéré comme. Donc il faut bien aller au-delà de cet enseignant, enfin de ce petit comité d'enseignants innovants pour s'acheminer vers des structures innovantes. Et ça passe par toutes les étapes qui intègrent les missions, jusqu'au niveau ministériel, me semble-t-il. Merci Jean-Paul. Je relève d'ailleurs la remarque qui est faite du coup à ce premier aspect, qui est une fois que l'institution intègre les règles, nous sommes en effet dans une phase de banalisation, mais je crois que cela est particulièrement motivant d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que l'on progresse en fait. Je crois en effet que l'innovation pédagogique fonctionne vraiment sous cette forme de cycle, en ce sens qu'au départ il va y avoir un mouvement d'étonnement, même de doute très fort, enfin où on ne va pas croire à ce qui est proposé, ensuite une phase dans laquelle on va plutôt s'inquiéter et donc rejeter, et puis ensuite une phase d'adhésion qui va en effet imposer à l'institution d'adhérer au processus, de l'intégrer dans son système, et donc le processus va devenir banal. Je pense que toutes et tous, si vous êtes présents ici, c'est que vous vous intéressez à l'innovation pédagogique, à cette pédagogie dans le numérique, et donc je pense que toutes et tous, vous avez eu à un moment un certain nombre de pratiques qui ont pu paraître innovantes dans le contexte dans lequel vous évoluez, et que finalement aujourd'hui, si vous regardez rétrospectivement, il y a 10 ans, ce que vous faisiez aujourd'hui, finalement, n'a plus rien d'extraordinaire. Et je crois que ce que l'on fait peut-être en ce moment, s'être rassemblé ici dans un monde virtuel, va paraître un peu décalé, complètement fou, va faire rire certains disant voyez ça fonctionne mal, il y a plein de difficultés, mais je suis intimement persuadé, et je crois qu'on peut l'être tous ici si on est rassemblés ce soir, que ce que nous faisons là, dans quelques temps, et puis les échelles de temps je crois sont aussi désormais différentes, ce sera peut-être plus 10 ans mais peut-être 1 an, 2 ans, cela paraîtra beaucoup plus normal. Je mets en évidence également les propos de Samuel Ducrot-Henry dans le chat. Je vous invite à les lire puisqu'elle a encore difficulté pour nous parler. De voir un petit peu la surprise de certains étudiants français, notamment sur les modes d'évaluation au Québec. Finalement, elle disait le fait que certains étudiants français seraient portés à saquer le prof. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, Samuel Ducrot-Henry a pu évoquer ici le fait qu'en effet, on demande aux étudiants de procéder à des rapports d'évaluation de leurs enseignants, à évaluer directement ceux-ci. Là encore, on peut s'interroger en effet sur ce que le numérique apporte du point de vue de cette évaluation, et ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si vous souhaitez réagir là-dessus, mais c'est que de toute façon, tous les processus, toutes les formations et tous les enseignants sont évalués aujourd'hui par les étudiants, et quel que soit le système, tout simplement parce qu'ils créent par exemple tous des groupes Facebook au sein desquels ils échangent de manière privée, mais privée jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que tous les étudiants savent très bien trouver ces groupes-là et obtenir des formations sur telle ou telle sur telle ou telle formation qu'ils envisagent de faire, pour avoir des retours des étudiants sur cette formation, sur ceux qui interviennent, etc. Donc là encore, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est impossible, est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais même pas si la question, elle est celle-ci. De toute façon, cela
existe dans le contexte actuel. Maintenant, on peut se poser plus la question, et c'était la dernière question ici posée, celle de la valeur et de la portée d'une telle évaluation. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, je vais revenir un peu en arrière sur ces questions d'évaluation que l'on aborde, et de façon très présente est inscrite la notion de surveillance. On a parlé de la peur de la fraude en introduction sur l'évaluation en ligne, et puis les étudiants qui sacraient les profs. Moi j'ai lu des études qui étaient inverses. Je crois que c'était sur Lyon 1, où les évaluations des étudiants, ils n'osaient pas justement dire ce qu'ils pensaient des profs, et ils étaient souvent dans une espèce de marée d'appréciation, ni bon ni mauvais, de peur que leur évaluation ne puisse être tracée. Et du coup, cette peur de la surveillance, alors moi j'en reviens à Michel Foucault, surveiller et punir, hein, qui est extrêmement présent même dans le numérique, là où on pense qu'on peut se protéger derrière un anonymat, derrière les pseudonymes, derrière les noms d'emprunt. Il y a cette crainte réelle ou fictive, mais de mon point de vue elle est fictive, la peur d'avoir un retour de bâton en ayant porté une appréciation qui peut être parfois désagréable mais relativement juste, de peur qu'il y ait une traçabilité et du coup un retour de bâton de la part de l'équipe enseignante. Donc la posture d'évaluation est, je crois, beaucoup plus nuancée qu'elle ne pourrait apparaître. C'est que le numérique n'a pas supprimé cette idée qu'il y a une surveillance. Alors là, on n'est plus dans l'ordre de la technique, hein, du bit, du 0 et du 1, mais de l'ordre du ressenti, de l'élément social. Je pense que ça serait plutôt à nos collègues philosophes ou sociologues de se pencher sur cette question. Mais l'élément humain, même dans les réseaux numériques, est à prendre en compte dans les évaluations. Merci Jean-Paul. Si Stéphane Pillet, qui est de nouveau parmi nous, veut intervenir, je lui laisse bien sûr la parole. Et je tiens simplement à faire remarquer... Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon. Oui, non, je voulais ce qui a été dit. Alors, évidemment, maintenant, ça fait quelques minutes que cela a été dit, puisque j'ai une coupure importante. C'est vrai que ça m'amenait à me questionner sur par rapport à l'évaluation de l'enseignant ou à l'évaluation de la place des nouvelles technologies dans nos formations. C'est vrai que pour l'instant on associe à juste titre ou pas forcément d'ailleurs, mais on associe souvent l'idée du recours au numérique à l'idée d'innovation, à l'idée de quelque chose qui est expérimental et qui se situe en marge. Et tant et si bien que finalement aujourd'hui, la place du numérique, bon, on l'a dit très importante, on la veut très importante, mais dans les formations classiques, elle est assez marginale. Et dans les dossiers d'évaluation de l'AERS notamment, eh bien, on voit qu'effectivement, l'institution elle-même reconnaît encore cet apport comme un apport exceptionnel. Et c'est vrai que sur les 10 points qui structurent le dossier d'auto-évaluation, eh bien, un seul évoque la question véritablement sur modalité d'enseignement et place du numérique. Et on est toujours dans cette idée que le recours au numérique vient compléter une formation présentielle, mais il me semble qu'il faut quand même prendre en compte le mouvement qui se crée d'avoir à mettre en place des schémas d'évaluation pour des formations qui vont être de plus en plus, sans doute, de plus en plus massivement à distance ou voire totalement à distance, même si
relais présentiel enseignement à distance est à mon sens un vecteur relativement riche. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que ces expérimentations ne sont pas encore reconnues dans les procédures d'évaluation par les pairs type AERS, et c'est à mon avis un secteur quelque chose à développer pour montrer et témoigner que l'évaluation, que la formation par le numérique est une formation à part entière et qu'elle peut s'inscrire dans un cursus tout à fait traditionnel ou tout à fait normal, parce que l'innovation appartient à la fois au présentiel. Un professeur présentiel peut être innovant, et elle appartient aussi à l'EAD, mais ce n'est pas son monopole. Et je pense que l'institution doit vraiment se structurer autour de cette idée pour évaluer véritablement la formation à distance. Très bien, merci. Bernard lève la main pour poser des questions. Oui. Oui, en espérant que tout le monde m'entende, pour parler effectivement du dernier sujet et afin de le préciser, je parle là de l'évaluation des enseignants par leurs pairs. Je crois que le maître mot, on a été quelques-uns à le dire tout à l'heure, c'est celui de la stratégie du projet d'établissement. Je crois intimement que l'évaluation par les pairs doit être consentie par la faculté, par la communauté des professeurs, en réponse à la stratégie de l'établissement. Et à partir de là, on peut imaginer toute forme de valorisation par le simple fait qu'il puisse y avoir facilitation de la progression du professeur. Je crois que c'est Nathalie ou Karine, je ne sais plus, qui posait la question tout à l'heure, ou Ulysse, peu importe, qui posait la question du mais comment finalement peut-on mettre en place la valorisation par un tel comité? Là aussi, soyons sûrs d'une chose, si l'établissement porte le projet numérique, à partir de là, il va y avoir, c'est dans l'idéal, une valorisation de l'engagement pédagogique incluant le numérique, au même titre que l'engagement dans la recherche. Il faut bien voir qu'un enseignant aujourd'hui, et moi je le vois tous les jours, qui a parfaitement compris la portée de l'innovation pédagogique, la portée du numérique pour enrichir les processus d'apprentissage, c'est bien entendu lui qui aura les meilleures évaluations le plus souvent par ses étudiants. On doit innover, on doit bouger, on doit répondre aux attentes d'une nouvelle génération. Les établissements le comprennent ou doivent le comprendre. À partir de là, je dois valoriser, je dois faciliter pour les professeurs le temps à y consacrer et je dois valoriser ce temps. Merci beaucoup Bernard. Et d'ailleurs, votre réponse, votre intervention ici me semble également être une amorce peut-être aussi de réponse, en tout cas de dialogue à partir des éléments soulevés par Karine dans le chat, qui disait oui mais depuis le départ ici, nous échangeons dans une sorte de confusion. Je passe sur l'aspect technique qui nous a peut-être pas permis d'avoir toute la continuité et la fluidité du débat que nous aurions souhaité, mais les différents types, évaluation en ligne, à distance, évaluation par les pairs, évaluation de la formation. Alors, il me semble que certes, ces questions sont en effet bien différentes. Si on parle de l'évaluation des enseignements, elle n'a rien de spécifique. L'évaluation des enseignements existait avant qu'il y ait de la formation avec du numérique. Mais il me semble intéressant ici de ne pas séparer, de ne pas cloisonner tous ces éléments, et comme votre remarque vient de le montrer à l'instant, il y a quand même des liens très forts entre ces différents aspects, le fait que l'on puisse envisager de la formation à distance, et donc que l'on puisse se poser la question de l'évaluation elle-même à distance,
peut se poser la question de savoir ce que l'on cherche à évaluer. Si on cherche à évaluer autre chose que des connaissances, on peut se demander si on peut évaluer par des moyens autres que les moyens classiques, si les pairs peuvent intervenir, si cela, là encore, doit être pris en compte par l'institution et comment va fonctionner cette institution dans l'évaluation des formations qu'elle met en place, etc. Voilà, c'est en ce sens-là en tout cas que il me semble qu'il y avait des liens, mais je vous laisse les uns les autres confirmer, infirmer, en tout cas présenter votre point de vue sur le sujet. Ouais, je peux essayer de répondre, Oui. Gérald? Oui, j'attendais de réponse, mais je ne connaissais pas le décalage. Non, oui. J'avais posé la question à Karine, justement, la différence qu'elle faisait entre ce type d'évaluation. Il me semble, enfin, notamment dans le secondaire en France, que on est encore sur des processus assez tranchés, c'est-à-dire soit une évaluation en présentiel sur feuille de papier, alors une évaluation distancielle dans le cadre de dispositifs sur la FOAD. Pour ce qui est de l'évaluation donc administrée sur ordinateur dans une salle, c'est beaucoup plus marginal, voire en tout cas dans le secondaire inexistant. C'est pour ça que je lui posais la question, et moi dans mon esprit, je parlais globalement d'évaluation à distance, c'est-à-dire avec des personnes qui sont situées dans des lieux physiques différents. Voilà. Alors, en tout cas, en Europe, le principe, c'est pas dire les lignes de fracture ne vont pas bouger, mais disons qu'elles sont majoritairement structurées de cette façon. Alors, évaluation, en effet, globalement à distance, c'est peut-être ce qui nous intéressait en effet plus au regard de la précision donnée sur la différence entre à distance et en ligne. En tout cas, voilà, à partir de là, il me semble que l'évaluation à distance impacte assez directement toutes sortes de questions et qu'il ne s'agit pas que finalement de la manière dont on va évaluer à distance, qui me paraît au final quand même un petit peu accessoire. Et puis, si je puis me permettre de continuer sur les boîtiers, ça me paraît être largement souvent ce qu'on appelle l'effet diligence, c'est-à-dire qu'on fait du neuf avec de l'ancien. On remplace lever la main par un boîtier électronique, et j'avoue que pour l'instant, j'ai du mal un petit peu à trouver la valeur ajoutée. Il ne faut quand même pas perdre de vue que notre propos, c'est la couche numérique ne se justifie pas par l'introduction d'une couche numérique, mais c'est de valoriser l'enseignement. Alors lorsqu'il s'agit de remplacer la main levée ou le carton rouge ou jaune, comme on peut le voir, par un boîtier électronique, là j'ai un peu plus de mal à l'envisager. Par contre, si on est en capacité de repenser l'espace physique avec une intégration d'outils qui permettent d'avoir d'autres relations et d'autres modes d'évaluation, alors à cette condition, il me semble qu'on commence à entrer dans la valeur ajoutée. Mais si c'est une course à la technologie, pour moi, l'évaluation n'a pas franchement de sens. Alors, je mets en évidence également la question de Alex, quelles sont les grandes tendances d'évaluation à distance actuellement. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut-être pourrait dire quelques mots sur la question de la certification. Il me semble qu'on va quand même évoquer la question des MOOC. Dans un MOOC, on obtient traditionnellement et le plus souvent
un certificat plus qu'un diplôme, et c'est tout à fait révélateur. Hein. On certifie des compétences qui se sont obtenues sur la longueur, et là, à distance, ça devient plus simple, peut-être, parce que voilà, on peut attester d'une activité régulière en ligne et d'une évolution d'un certain nombre de compétences, et on est moins sur finalement un examen sanctionnateur de l'acquisition de connaissances à un moment donné pour l'obtention d'un diplôme. Deux contextes finalement assez différents. Alors, Gérald, moi, j'aimerais cette certification rajouter un élément, j'allais dire pécuniaire, un élément économique. Les MOOC dans la certification introduisent les payer sa certification. Et je trouve que ça fait modifier le paradigme. Enfin, en tout cas, dans les universités françaises, les droits d'inscription sont relativement faibles et donnent droit à pouvoir passer les diplômes. Et si la validation l'accepte, donc on est diplômé. Là, dans les MOOC, on va s'engager dans une quantité de MOOC et à chaque certification, il faudra sortir le carnet de chèques. Donc, on voit aussi basculer l'aspect économique de l'évaluation via la certification. Bernard, oui, prendre la parole. Oui, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit. Sur les évaluations à distance dans le cadre des MOOC, c'est vrai que la certification pose un souci particulier. Elle permet effectivement d'amener au bout d'un parcours de formation via le MOOC un ensemble d'apprenants, mais c'est là où le modèle économique va croiser le modèle pédagogique, c'est-à-dire que les certifications pour autant auront un coût. Ce qui me semble très intéressant, c'est de voir un petit peu la tendance de retour arrière qui se produit actuellement aux États-Unis. J'ai un certain nombre de mes collègues qui sont en contact avec des professeurs aux États-Unis et on voit apparaître sur des CV depuis quelques semaines, quelques mois, des candidatures qui se vantent d'avoir tel ou tel certificat, alors que ce soit au MIT ou à Harvard, en lieu et place d'un diplôme que l'on pourrait qualifier de classique. Donc finalement, on perd un petit peu en repère. On a cette notion de validation, de certification que le diplôme ici doit être plus important que ne l'est un simple certificat, mais cela pose vraiment le problème de la dimension économique qui, pour autant, quand on parle de MOOC, sera clairement présente dans tous les esprits. Est-ce que je peux enchérir sur une anecdote ? Bien sûr, et ensuite je donnerai quelques questions Twitter. Alors, c'est un des premiers MOOC qui a été initié par le MIT et un jeune élève, je crois, d'une ancienne république soviétique, peut-être la Mongolie, et est arrivé le premier. Donc, il a réussi de façon fort brillante le MOOC du MIT, ce qui a permis au MIT de l'inviter et de payer ses études. Fort de quoi, la question se posait, puisqu'il avait réussi le parcours MOOC, qui semblait logique qu'il intègre la deuxième année. Eh bien, les dirigeants du MIT ont dit, non, il va reprendre la première année. Donc, ce qui était quand même une façon de dire qu'il y avait des certifications à valeur non égale. Alors, quelques remarques, notamment sur Twitter, et remarques de Samuel Novakovski, qui notamment signalait que l'innovation, c'est transgresser des règles, des normes, des croyances implicites ou explicites en vigueur dans un contexte.
alors peut-être en forme de conclusion, il me semble que cette remarque est assez pertinente et pourrait nous permettre d'essayer voilà, d'avoir quelques mots pour terminer cette soirée. Est-ce que finalement, dans tout ça, en effet, ce n'est pas une transgression de règles, croyances, etc., normes habituelles? Est-ce que simplement la question de l'évaluation dans le contexte de la pédagogie numérique, ce n'est pas une étape de plus à franchir et, comme je le disais tout à l'heure, franchir l'étape de l'étonnement d'abord, du rejet ensuite, et puis pour arriver au final à une adhésion progressive. Alors, est-ce que Stéphane, par exemple, pourrait intervenir en premier ? Oui. Allô? Oui, oui. Alors ça a un peu coupé, donc j'ai entendu Stéphane, la fin, mais... D'accord, alors je reprends, ne coupe peut-être pas ton micro, tu m'entendras mieux, tant pis s'il y a un écho. Je disais que Samuel Novakovski, sur Twitter, indiquait la remarque suivante: l'innovation, c'est transgresser des règles, des normes, des croyances, implicites ou explicites, en vigueur dans un contexte. Alors je me disais que c'est finalement peut-être une bonne amorce de conclusion à cette soirée, en se disant qu'en résumé, toutes les problématiques d'évaluation dans un contexte de pédagogie instrumentée par le numérique sont une forme de transgression, d'évolution, et comme je le disais tout à l'heure, font un peu peur au départ, ou en tout cas étonnent, après font peur, sont même rejetées, et que progressivement elles seront adoptées et deviendront une sorte de normalité. Donc c'est une évolution et c'est une étape parmi les autres. Oui, c'est vrai que la question de l'innovation numérique peut permettre de bousculer un peu les habitudes traditionnellement un peu ancrées. Alors, c'est peut-être un phénomène d'inquiétude, mais je crois quand même que mon sentiment, c'est que l'innovation, enfin la question de la formation via le numérique, comme je le disais tout à l'heure, simplifie un peu un certain nombre de choses et peut-être permet aussi de faire avancer l'évaluation tant des compétences ou des connaissances ou des étudiants en eux-mêmes, ou l'évaluation des enseignants ou des formations dans le cadre plus traditionnel. Et moi, j'y verrais plutôt qu'une transgression, quelque chose qui facilite un petit peu la mise en place de ces processus un peu d'évaluation, peut-être qui fait un peu modèle pendant un moment. Au nom de cette nouveauté, finalement, on est moins réticent à l'innovation, et du coup, effectivement, après, la question de la transposition au cadre traditionnel ou au présentiel, eh bien, se fait peut-être un peu comme un retour un peu naturel sur la base de l'expérience acquise en expérience numérique. Merci Stéphane. Jean-Paul? Ah, Jean-Paul ne nous répond plus. Les commentaires sur Twitter, et bon, je lis, je vois que le débat fait rage. Samuel Novakovski qui me dit réduire l'usage des boîtiers électroniques au lever la main me semble un peu léger, conclu par un smiley qui ne rigole pas. Bon, je vais dire que mon propos n'était pas de généraliser, mais par expérience, pour avoir assisté à des conférences,
il y avait des boîtiers et j'imaginais que l'intégration du boîtier était pas scénarisée. Et du coup, j'ai quand même eu le sentiment que le boîtier, c'était à peine plus de valeur ajoutée que lever la main. Cela dit, je n'étais pas dans des propos généralisation. Bien géré, un boîtier, ça peut être un outil absolument extraordinaire et apporte vraie plus-value à un dispositif de formation, voire même, si ce n'est pas en présentiel, dans le cadre de classes virtuelles où on peut les activer. Ça me paraît être un dispositif extrêmement puissant pour stimuler dans le cadre de la formation à distance. Et, revenir sur mon propos et qu'il ne soit pas considéré comme général d'observation, mais que ces boîtiers, je retrouve d'un autre côté plein d'avantages en termes de formation. Merci. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, moi réagir un peu aux échanges que l'on peut lire sur le chat, parce que c'est très intéressant suite à la question lancée sur les MOOC. Il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, mais ne nous leurrons pas, au jour d'aujourd'hui, les MOOC pour l'essentiel concernent la formation tout au long de la vie, donc la formation continue. Mais actuellement, c'est la question que se posent toutes les écoles et toutes les universités de par le monde. D'abord pour faciliter leur recrutement et spécifiquement un recrutement très ciblé, pouvoir cibler les étudiants qui nous intéressent dans tel domaine disciplinaire par exemple, mais également pour gagner en notoriété. Ce qui est intéressant avec le MOOC sur deux dimensions entre formation continue d'un côté et formation primaire académique de l'autre, c'est que dans le cadre de la formation continue, finalement tout peut être ouvert, c'est-à-dire que l'on peut avoir une offre vraiment très très large, donnant lieu à un certificat. Le diplôme, quant à lui, qui va valider avec le nom de l'institution que l'on peut remettre donc à un étudiant, a une toute autre valeur. Ce qui m'intéresse dans ces échanges, c'est que finalement, dans le cadre de l'évaluation, dans le cadre du diplôme ou du certificat, on voit apparaître d'autres acteurs qu'autorise le numérique aujourd'hui, ne nous leurrons pas, parce que c'est aussi une liberté que se donnent désormais les entreprises. Ce sont justement les entreprises qui commencent à rentrer dans le système de la formation en pouvant produire des MOOC en collaboration avec une université. Et je vous donne un exemple précis. Que vaudrait par exemple sur le marché une société de prestige comme L'Oréal qui pourrait lancer demain un MOOC en collaboration avec une université ou une grande école sur le domaine du luxe. Je pense que ce soit au niveau de la formation première ou de la formation en ligne, de la formation des personnels, il y aurait une très grande pertinence. Donc les MOOC et le numérique, ce serait un petit peu pour moi le mot de la fin. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir d'autres acteurs sur le marché. Mais ne nous leurrons pas, ce sera ma conclusion. Les MOOC au niveau de la formation continue, ce n'est qu'un point de départ. Bien. Merci Bernard, je crois que c'est en effet quelque chose qui est une excellente conclusion, tout simplement car la prochaine thématique, et vous l'avez soulevé ici, vous avez parlé de partenariat entre les entreprises et les organismes de formation en général finalement, eh bien la prochaine fois nous parlerons en effet de la question de la professionnalisation à travers évidemment toujours le prisme du numérique en pédagogie, et je crois que vous ne pouviez pas fournir ici meilleure transition, je vous en remercie. Donc comme vous le voyez derrière nous, en effet, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine des 4 saisons de la pédagogie numérique, le lundi 7 avril. J'espère que celles et ceux qui sont présents ou qui ont été présents ce soir n'auront pas été trop découragés par les difficultés techniques. Là encore, je le déplore. Nous avons organisé la première session sans difficulté majeure. En tout cas, elle n'était pas en effet de l'ampleur de celle que nous avons eue ce soir. Les mondes virtuels sont, je crois, un outil extraordinaire
extraordinaire pour pouvoir travailler ensemble en ligne, à distance, donc globalement dans ce contexte numérique. Il y a encore de la pédagogie à faire de notre part. Nous en avons bien conscience sur les conditions dans lesquelles il faut se placer pour utiliser dans les meilleures conditions un monde virtuel. Nous sommes ici sur un effet déjà de masse, hein. Vous étiez très nombreux, en tout cas au départ, à avoir répondu à l'appel ce soir. Nous avons eu, voilà, peut-être un petit moment, un effet victime du succès, mais je ne doute pas, en tout cas, que nous puissions continuer ces échanges via ce mode, et j'invite au contraire toutes celles et ceux qui étaient présents à revenir lors des prochaines sessions, car pour ceux qui étaient là pour la première fois, nous l'avons tous vécu ici, hein. Jean-Paul Moirot pourrait vous en parler très longuement puisqu'il travaille depuis très longtemps dans les mondes virtuels, comme je le fais également de mon côté. Au départ, nous étions tous très malhabiles, nous faisions tous des erreurs dans les modes de connexion, dans les manières d'utiliser. Donc il y a aussi une habileté à acquérir, et donc je vous invite très fortement à venir participer aux prochains échanges. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.